Bienvenue à cette session. Je suis Sylvia Rivero du groupe TC. Nous sommes un des organisateurs de cette session. Quant à savoir ce qui compte lorsqu'on décide qui nourrit la planète. Nous avons créé cet espace pour discuter de cette question très importante. Nous aimerions également remercier Coati, le collectif pour l'interprétation, qui va nous aider grâce à une traduction. Comme vous le savez, il y a une interprétation, donc une traduction simultanée vers l'espagnol et vers le français. Vous pouvez voir dans la boîte de discussion les instructions si vous ne savez comment faire appel à cette fonction. Voilà, maintenant je vais partager mon écran. Ah, ça marche pas, comme d'habitude. Ça marchait très bien avant. D'accord. Donc dans cette session, nous aurons 4 orateurs. Pat Moody tout d'abord, qui est fondateur de ce groupe TC, qui travaille également pour l'IPES Food. Donc il est expert international en système alimentaire. Nous aurons également Henk Obeling qui vient du groupe Grain. Nous avons également Roos Hancock de la Via Campesina. Alors nous pensons que cette question est d'une importance tout à fait particulière. En effet, il s'agit de savoir quels sont les coûts de la production de l'alimentation, mais également les coûts sur l'environnement. Nous devons tous manger, donc c'est important pour tous, évidemment, mais c'est également ce qui est au centre de la question de savoir qui sont vraiment les acteurs des politiques internationales qui sont mises en place et qui influencent nos vies. Nous avons des représentants de la Via Campesina aujourd'hui. Nous avons également le groupe ATC qui a travaillé depuis des années. Nous allons, dans cette conférence, parler de certains de nos matériaux proposés. Donc, nous avons ce livret avec le rôle des systèmes d'alimentation paysans contre la chaîne alimentaire industrielle et puis également les questions sanitaires, de la production, de l'alimentation, toutes ces questions. Et donc nous avons eu cette première version qui a été publiée en 2009 et puis une autre en 2013 et enfin en 2017. Nous avons également un autre document très intéressant qui s'appelle Hungry for Land, donc la faim pour la terre, qui a été publié par Grain, qui discute de la question des agriculteurs à petite échelle, qui montre que ces petites exploitations travaillent en fait avec simplement un quart de toutes les terres agricoles. Voilà, c'est le message qui était à retirer. Et donc, ce qu'on peut souligner, c'est que les paysans sont vraiment la source alimentation principale, c'est-à-dire qu'ils produisent 70% de l'alimentation des personnes. Et donc, il y a un réseau des paysans, c'est-à-dire les paysans, les petits exploitants, les bergers, les pêcheurs, les petits maraîchers. Donc, tout ceci produit moins de 25%, avec moins de 25% des ressources, y compris en terre, eau et carburant. Alors, en ce qui concerne la chaîne alimentaire industrielle, on utilise au moins 75% des ressources agricoles mondiales et c'est une des ressources principales, une source principale des émissions de gaz à effet de serre, alors que cela ne permet de produire que 30% de l'alimentation mondiale.
Alors, nous avons également certains articles que nous allons mentionner, en particulier quant aux recherches de la FAO. Nous avons vu que ces recherches mettent en question ces chiffres et essayent de dire que les petites exploitations agricoles représentent simplement la production alimentaire d'un tiers de la population mondiale. Et donc, il y a vraiment une grosse différence entre les deux chiffres proposés. Et donc, nous avons deux articles dont nous allons parler et nous aimerions en débattre au cours de cette conférence. L'un d'eux est proposé par Sarah Lauder, qui s'appelle Quelle ferme alimente le monde et est-ce que les terres sont plus concentrées aujourd'hui? Et vous avez donc le lien ici. Et puis il y a un autre document qui a été publié en 2018, qui vient de Monsieur Vincent Ricciardi et qui a été publié dans la sécurité alimentaire mondiale. Et la question est de savoir quelle partie de l'alimentation mondiale est produite par les petits exploitants. Alors nous ne sommes pas vraiment intéressés par les questions académiques, mais plutôt par les réelles raisons et ce qui permet vraiment de soutenir les petits exploitants. Quels sont les soutiens nécessaires lorsque nous sommes sous beaucoup de menaces en fait. Alors, je ne vais pas décrire comment nous débattons de ces études, puisque c'est plutôt ce que Pat Mooney et Hank vont nous proposer. Alors, Pat Mooney est le cofondateur du groupe IPS. C'est un expert également en diversité agricole, biotechnologie et en gouvernance alimentaire. Il travaille depuis 10 ans sur des expériences en matière de négociations internationales. Mais il travaille également auprès de différents mouvements de la société civile. Il a reçu différentes récompenses. Il a reçu, entre autres, ce qu'on appelle le prix Nobel alternatif. Ce groupe a publié le document que nous allons utiliser et qui a prouvé qu'en fait, les petits paysans produisent la majorité de l'alimentation mondiale. Et donc maintenant, je vais donner la parole à Pat Mooney. Au début, quand nous avons commencé ce travail avec le FIDA, cela faisait partie vraiment d'un objectif de comprendre l'importance de l'une des réseaux paysans dans l'alimentation mondiale. Donc c'était vraiment une exploration. Et ce rapport de 2009 le montre d'ailleurs. Nous avons été surpris de ce que nous avons pu apprendre. Non seulement on a vu que le rôle des paysans sont vital, vraiment, non seulement par leur connaissance, leur accès aux graines, aux semences, aux différents bétails, et donc ils ont un rôle très important dans la sécurité alimentaire. Mais nous avons étudié un peu plus la situation et on s'est rendu compte de plus en plus clairement que les paysans étaient tout à fait cruciaux à la sécurité alimentaire de tout le monde, bien plus que la chaîne alimentaire industrielle. Par ailleurs, on s'est rendu compte que les paysans produisaient plus d'alimentation que ce qu'on pensait en fait. Et qu'ils avaient un rôle bien plus critique, bien plus crucial dans les besoins de tous les jours des personnes. Et donc, nous avons continué avec ces 3 études en 2017, en explorant ces différentes questions. Et de 2019 à 2017, les résultats étaient plus ou moins les mêmes à chaque fois de nos études, c'est-à-dire que, quoi que soit la situation, 70% de la population mondiale dépend de la production alimentaire paysanne pour leur survie, vraiment. Et donc c'est vraiment très important aujourd'hui, non seulement, mais d'autant plus à l'avenir, parce qu'il y a cette question
qui est celle d'aujourd'hui, qui nous nourrira à l'avenir? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'industrie ou les paysans qui permettront de sécuriser notre alimentation dans une période de changement climatique et de perte de la biodiversité? Et donc, on s'est rendu compte que, quelle que soit la façon dont on regarde cette question, c'est vraiment les paysans qui nous permettront cette sécurité alimentaire. Et d'ailleurs, ils fournissent 70% aujourd'hui et ce sera peut-être encore plus à l'avenir. Alors, ces dernières années, nous avons reçu les rapports de la FAO qui soutenaient ce qu'on disait, d'une certaine manière. Et puis tout d'un coup, on a vu des nouveaux rapports qui critiquaient nos chiffres. Et comme vous l'avez dit, Sylvia, il y a eu des collègues qui ont mis en question tout à fait nos chiffres de 70% et qui nous disaient qu'on était plutôt à 30%, un tiers de la production alimentaire qui venait de la production paysanne. Et ils se sont décrits comme des démystifieurs, des personnes qui allaient casser les mythes faux qu'on inventait. Donc, et ça a été repris par la FAO et c'était assez intéressant dans le timing. Il y avait une nouvelle dirigeance à la FAO. Il se préparait à l'époque à ce sommet alimentaire des Nations Unies, et je n'utiliserai pas les mêmes termes, moi. Et donc, l'année dernière, il y a eu une publication de la FAO. Ils n'ont pas parlé vraiment de notre étude, mais ils se sont basés sur l'étude Riccardi pour dire que les paysans produisent environ un tiers de l'alimentation mondiale. Alors il y a une question qui se pose, c'est pourquoi il y a tellement de différences entre ces chiffres, et je vous invite à lire ce que nous avons publié à ce sujet, mais il faut tout d'abord se poser la question de qui? De qui parlons-nous? Qui sont ces paysans? En général, on parle de petits exploitants, et qui sont-ils donc? Et donc dans les deux études, l'hypothèse, donc dans l'étude Riccardi, c'est que ce sont des personnes qui ont des terres, donc des agriculteurs uniquement, des fermiers, qui utilisent moins de 2 hectares par exploitation familiale. Donc leur description est liée à la taille de l'exploitation. Et elle s'appuie sur le fait que les paysans ne font que de l'alimentation grâce à des terres agricoles. On oublie un peu la question bétail. Et donc, notre étude prend en compte autre chose. Elle prend également les pêcheurs, les chasseurs-cueilleurs, les petits exploitants, les exploitants de bétail, les bergers, avec différentes activités de production qui vont bien au-delà de posséder simplement 2 hectares de terre. Donc c'était vraiment une distinction qui était peut-être celle des pommes et des oranges, ça n'avait rien à voir. On a été critiqué pour notre chiffre de 70% alors que ne trouvait qu'un tiers, mais en fait on n'utilisait pas les mêmes catégories. Donc on s'appuyait sur simplement une description différente des personnes dont on parlait. Ce qui est étonnant, surtout, c'est ce qu'a fait la FAO dans son dernier rapport, donc avec le FIDA, avec le Fonds international du développement agricole. Ils ont incorporé la question de la décennie de l'agriculture familiale et donc ils ont décrit ce que c'étaient les producteurs, les exploitants, les paysans plutôt, comme toutes ces personnes. Ça n'avait rien à voir avec la taille, c'était donc ces personnes telles que les pêcheurs, les bergers et bien d'autres. Donc en fait, ils suivaient un peu notre définition. Donc ils avaient une définition des petits exploitants qui était bien plus large. Donc ça allait peut-être même à l'encontre de leur propre définition. Et donc le rapport qui est utilisé par la FIDA et par la FAO s'appuyait sur une définition bien plus restrictive. Et il y avait cette question de 2 hectares. Et Grain l'a d'ailleurs dit, on s'est appuyé beaucoup sur le rapport. Ce n'est pas une définition juste. En fonction des sols, du climat et de bien d'autres facteurs, les petits producteurs pourraient avoir 2 hectares, 5 hectares. Cela dépend vraiment de la situation. Et c'est plutôt une question de comment ils s'identifient, qui se considère comme un paysan et comment les pays considèrent un paysan.
Mais si on prend les définitions transfrontalières, internationales, et donc il faut une définition internationale peut-être, qui est arbitraire du coup, eh bien je pense qu'on parle peut-être de moins de 25% des terres exploitables qui sont aux mains de petits exploitants. Et ceci a vraiment changé les choses quant à de qui nous sommes en train de parler, même pour la production de culture. Si on prend 5 hectares et moins pour la production de culture, eh bien, on se retrouve à 50% de la production des cultures mondiales par des paysans. On n'est toujours pas à ces 70%, mais on est déjà à 50%. Et puis après, si on rajoute les pêcheurs artisanaux, les bergers et les productions périurbaines, urbaines, eh bien, on se retrouve à ce chiffre de 70%, et on est peut-être même au-dessus de cela, je pense. Parce que on a l'impression qu'il y a des chiffres, c'est même au-delà de cela par la production paysanne. Mais ce chiffre de la production, c'est vraiment très important, puisqu'on est au moins 70% des personnes dans le monde qui dépendent des paysans pour leur alimentation. Donc voilà, c'est vraiment la question de savoir quelle quantité d'alimentation arrive aux mains des personnes, des besoins, répondent à leurs besoins. Et donc on se pose la question, qu'est-ce qu'il arrive avec l'alimentation industrielle? Pourquoi si peu de l'alimentation produite par l'industrie arrive aux mains des personnes en fin de compte? Alors il y avait une distinction qui est importante aussi. Qui est un paysan? Quelle est la taille de la terre que cela décrit? Et également, quelle quantité de l'alimentation produite arrive vraiment à nourrir les personnes en fin de compte? Et beaucoup de questions ne sont pas prises en compte par l'étude de la FAO, de l'étude Ricciardi. Ils ignorent simplement vraiment cette question de savoir quelle quantité de la nourriture arrive dans l'assiette des personnes. Et pourtant, c'est très important. Alors, au-delà de ces considérations, je suis également inquiet en voyant le rapport de la FAO, puisqu'il conclut ceci. Il dit qu'il y a trop d'attention politique pour les paysans et pas assez d'attention accordée aux grandes exploitations agricoles qu'ils voient être et commettre l'avenir de la production alimentaire dans le monde. Et pourtant, il n'y a aucun soutien de preuves, de données pour cela. Il n'y a aucune preuve que nous nous concentrions sur les paysans et pas sur la production alimentaire industrielle. Et je pense que toutes les personnes présentes ici aujourd'hui seront d'accord que ce n'est pas vrai. Simplement, la majorité des législateurs s'intéressent plutôt au soutien de l'alimentation industrielle, et on se concentre sur les grandes exploitations plutôt que les petites exploitations, les grands bateaux de pêche, plutôt que les pêcheurs artisanaux. Donc voilà, ce document de la FAO, finalement, est une stratégie pour réduire l'importance des paysans dans le système alimentaire mondial, alors qu'ils sont plus importants que jamais. Et ils se concentrent également sur le soutien de la production des grandes exploitations plutôt que celle des petites exploitations. Et donc, vraiment, il faut combattre ceci. Alors que nous essayons de voir comment nous allons pouvoir nous alimenter à l'avenir. Donc c'est encore cette question, qui va nous nourrir dans les décennies à venir? Qui est dans la meilleure position pour ce faire? Et je pense que nous aurons le temps d'en parler, mais en tout cas, c'est très important pour moi de le mentionner. Quand on voit ces chiffres, la stratégie de la chaîne de production alimentaire s'appuie sur le fait d'avoir des chaînes d'approvisionnement plus proches par rapport au passé. Et ça, ils ont tiré les leçons de la pandémie, on dirait. Mais quand ils disent cela, en fait, ils ajoutent une nouvelle couche. Une nouvelle couche de contrôle. Et une chaîne alimentaire qui est finalement plus longue que par le passé. Parce qu'en fait, ils proposent de nourrir le monde à l'avenir avec des systèmes satellitiques, avec des gestions de données, des bases de données qui ne sont pas dans notre contrôle et qui demandent des contributions pour la production, mais qui ne sont pas disponibles au niveau local.
Et les différentes conditions nécessaires rendront en fait la production locale plus difficile pour qu'elle soit accessible aux personnes locales. Et donc c'est vraiment inquiétant pour nous. On a l'impression que les stratégies pour l'avenir sont un allongement de la chaîne de production qui mettront à mal tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est peut-être suffisant comme introduction, Sylvia. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps de parole qui m'était accordé. Je vous rends la parole. Thank you very much, Pat. Yeah, I think you have. Merci beaucoup, Pat. Je pense que tu as soulevé des points importants et que ça soulève des questions importantes. D'abord, de savoir qui est fournisseur de nourriture dès maintenant, mais surtout qui est le mieux disposé à le faire. Et ce sont les paysans qui sont le mieux placés pour cela, peu importe le point de vue que l'on peut adopter. Mais il existe de nombreuses difficultés qui sont bien inquiétantes. Et puis, il y a tout ce combat pour défendre les chaînes alimentaires industrielles qui est embêtant, même si en réalité, ce n'est pas la meilleure solution. Nous allons pouvoir commenter et si vous vous posez la question, vous pourrez trouver dans le chat une référence à l'étude qui a été citée. Notre prochain intervenant est agroéconomiste et a cofondé une organisation et fait partie d'un petit collectif international depuis plus de 30 ans qui soutient les petits agriculteurs et le soutien pour une agriculture locale et pour la souveraineté alimentaire. Il a également régulièrement dénoncé le problème de l'accaparement des terres et c'est pour ça qu'il a reçu un prix en 2011. Je laisse donc la parole à Henk, notre prochain intervenant. Merci Sylvia et bonjour à tous. Merci Pat pour cette bonne introduction. Je pense que c'est une bonne entrée en matière. Je voulais vous parler d'une chose aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais ajouter quelque chose. Nous sommes très inquiets au vu des événements récents. Depuis longtemps, certains prétendent que les petits agriculteurs ne sont pas suffisamment productifs, ne le sont pas autant que les grands agriculteurs. Mais ce n'est pas vrai parce que ça a été prouvé par des études. Et maintenant, ce qu'ils essayent de rétorquer, c'est qu'il n'y a pas de différence entre petits et grands agriculteurs en termes de productivité. L'industrie agroalimentaire dit tout le temps que les grandes exploitations sont plus productives et donc sont mieux placées pour nourrir le monde. Mais si on essaye de se pencher sur la production des grands agriculteurs, c'est révélateur. Si on prend les statistiques de provenance de la nourriture, on voit que l'industrie agroalimentaire cultive des plantes qui ne sont pas comestibles, comme le coton. Ou alors, elles produisent de l'huile de palme, du soja, ce genre de choses, des aliments qui ne sont pas bons pour la santé. Et puis également, ce qui va servir à produire des biocarburants. Donc en fait, la production dans l'industrie agroalimentaire n'est pas consacrée à une alimentation saine. Il y a une étude intéressante qui a calculé que seuls 55 calories sont présentes, 55 calories sont présentes par portion
de cultures produites par l'industrie agroalimentaire. Dans des pays comme les États-Unis, la situation est encore plus grave. Seuls 27% des cultures aux États-Unis permettent de nourrir la population. Seulement 27% des cultures. La plupart des cultures, donc les pourcentages restants, servent à nourrir les animaux, le bétail. Je ne vais pas vous ennuyer avec trop de chiffres, mais on observe un contraste. Dans un pays comme l'Inde, il existe une majorité de petits agriculteurs. La situation est donc différente. 90% environ des cultures permettent de nourrir la population. Et donc, seul un petit pourcentage sert au bétail. C'est un contraste vraiment, vraiment frappant. Ces grandes exploitations qui servent à produire la nourriture du bétail permettent peut-être indirectement de nourrir les humains. C'est ce qu'on peut dire, ce qu'on peut entendre parfois, puisque les humains se nourrissent de leur viande. Mais on oublie quelque chose. La viande et le lait ne sont pas une manière efficace de nourrir la population. Seuls 12% de la nourriture, des calories qui servent au régime alimentaire humain viennent de ces produits. Et seuls 3% vient de la viande de bœuf. Ensuite, il y a les cultures qui servent au carburant et celles qui servent à nourrir le bétail. Ce sont des cultures qui sont produites par les grands agriculteurs. Et selon les pays, les petits agriculteurs généralement produisent la nourriture qui sert à nourrir les humains. Il y avait une autre étude dont je voulais vous parler, je la cherche. Laissez-moi vous la montrer. Ici, on voit où la nourriture est produite, ou plutôt les terres cultivées qui servent à la production alimentaire. Et on voit les terres qui sont consacrées à la production de nourriture pour le bétail et pour les carburants. Donc, on voit que dans les pays du Nord, et surtout en Europe et dans certaines parties de la Chine, on voit que les terres sont utilisées principalement pour cultiver la nourriture du bétail et pour produire des carburants, des biocarburants. Alors que ailleurs, par exemple en Inde ou en Afrique, en Amérique centrale, les terres sont utilisées pour produire la nourriture des humains. Ce qu'on peut en conclure donc, c'est que les petits agriculteurs produisent la nourriture des humains et les grands agriculteurs produisent le reste. Et puis, cette étude a montré autre chose. Cette étude nous invite à changer notre manière de calculer la productivité. On devrait changer de méthode. On devrait calculer la productivité selon le nombre de personnes qui sont nourries par hectare de terre cultivée. Et si on essaye de changer donc de méthodologie, qu'on recalcule les choses, aux États-Unis, seules 5,2 personnes sont nourries par hectare de terre cultivée, alors qu'en Chine, ce chiffre atteint 8,4 personnes. En Inde, 5,6. Donc, les États-Unis produisent moins de nourriture pour la population que des pays comme l'Inde et la Chine. On pourra revenir sur ce sujet, mais autre chose dont je voulais vous parler, c'est quelque chose dont on entend peu parler. Non seulement les grandes exploitations ne nourrissent pas la population, mais en plus elles créent des
problèmes des crises climatiques, notamment, et aussi des problèmes de santé, notamment à cause des pesticides. Une étude a montré que les engrais contribuent à hauteur de 2,4% aux émissions mondiales. Et une grande partie des émissions, évidemment, sont causées par l'agriculture. La raison pour cela, c'est évidemment les engrais. Les engrais synthétiques ont été mis au point notamment dans les années 1960 et leur utilisation risque d'augmenter encore. Les agriculteurs qui ont recours à ces engrais sont donc ceux qui sont responsables de la crise climatique. C'est important de s'en rendre compte parce que non seulement ces agriculteurs font partie d'un système industriel, mais en plus de cela, ils contribuent à la crise climatique. Ils sont responsables de cette crise. Par ailleurs, les engrais représentent un cercle vicieux. Plus on utilise des engrais longtemps, plus les terres sont dégradées et donc plus on a besoin d'engrais. Donc les choses sont présentées de la manière suivante. Les agriculteurs produisent plus d'aliments et ils sont plus productifs. Laissez-moi vous montrer autre chose. Concernant les engrais, c'est une carte. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'autre carte que je vous ai montrée. Nous ne voyons pas la carte. Est-ce que tu as partagé ton écran? C'est mieux maintenant? Très bien. Je disais donc que cette carte nous montre le nombre d'émissions émises par les engrais dans différents pays du monde, par habitant. C'est frappant parce que les pays où il y a le plus d'agriculture, ou qui, en tout cas, qui dominent le secteur de l'agriculture industrielle, sont ceux où les biocarburants et les autres cultures non destinées à l'alimentation humaine sont le plus présentes. Donc on a l'Australie, les États-Unis, l'Europe, et puis les pays exportateurs d'Amérique latine sont également présents. Donc très clairement ici, on voit que déjà, les grandes exploitations ne nourrissent pas la population. Ils permettent simplement aux investisseurs de s'en mettre plein les poches. Elles produisent une alimentation très transformée et créent de nombreux problèmes. Je vais m'arrêter ici pour laisser du temps pour les questions plus tard. Merci beaucoup. Merci, Henk. C'est un très bon résumé. J'aimerais dire quelque chose qui était dans ce rapport. Les petits agriculteurs, ou peu importe la manière dont on veut les appeler, ce rapport dit que les agriculteurs ont 12% des terres, mais ils produisent 35% de la nourriture. Donc, même dans ce rapport,
on voit bien que les petits agriculteurs sont bien plus productifs que les grandes exploitations. Et en plus de ça, les grands agriculteurs ne produisent pas de nourriture, ils produisent autre chose. Et dans le chat, il y a une question concernant les biocarburants. Hank nous parlait des biocarburants industriels, juste pour préciser, pas des petits biocarburants, mais nous pourrons y revenir plus tard lors des questions-réponses. Alors maintenant, je vais donner la parole à Ruth Hancock, qui est une agricultrice basée dans la région de Devon, au Royaume-Uni. Elle fait partie de Fresh and Garden, qui est une organisation basée dans le Devon, qui a démarré il y a environ 30 ans. Ces 7 dernières années, elle a également été membre de l'organisation Land Workers Alliance, ainsi que de la Via Campesina, qui est le plus grand réseau de paysans au monde. Je suis ravie de lui donner la parole pour écouter son point de vue sur les petits agriculteurs ou paysans. Je sais qu'au Royaume-Uni, vous ne vous appelez pas vous-même paysan, donc ça dépend de l'endroit où on se trouve. Bruce, vous avez la parole. Merci beaucoup, Sylvia. C'est très intéressant, cette question d'appellation, parce que effectivement, je suis agricultrice paysanne, mais paysan ici, ça a une connotation péjorative. Ça sous-entendrait que les gens sont ruraux et pas très intelligents. Mais bon, c'est un débat qu'on pourrait avoir un autre jour. Comme Sylvia l'a dit, je suis agricultrice, je produis des œufs, des végétaux et je suis agroécologique. Et je reçois l'aide de beaucoup d'autres personnes. Je suis productive pour ce qui est de apporter des aliments à ma communauté, mais je suis également agricultrice économique parce que je gagne ma vie par mon activité. Avec mon compagnon, nous avons acquéri des terres, nous avons mis en place cette exploitation et maintenant nous vivons ici et nous gagnons notre vie ainsi en cultivant des légumes que nous vendons à la communauté locale. Et je fais également partie de l'organisation Land Workers Alliance, qui est une organisation populaire qui réunit des membres du secteur forestier ou de la pêche. Nous en avons certains qui sont pêcheurs et puis nous faisons également partie de la Via Campesina. J'ai lu ce rapport, effectivement, et de bien des manières, il me surprend parce que ce rapport essaie de promouvoir l'idée que les grandes exploitations sont plus importantes. C'est drôle. Parce que c'est comme si les petits agriculteurs n'avaient pas leur place. Donc, ce rapport nous montre n'est pas très véridique. Et ce que ce rapport essaye de nous dire, c'est qu'en fait, l'industrie agroalimentaire n'est pas suffisamment entendue, comme si elle était injustement ignorée. Et c'est assez surprenant. En tant qu'agroécologiste, nous mettons déjà en place une agriculture qui se soucie de la biodiversité. Nous avons déjà des méthodes et des savoirs qui nous permettent de nourrir la population et nous le faisons bien. Et ça, c'est important. Nous leur donnons une alimentation de qualité. Il ne s'agit pas simplement ici de leur donner des calories.
Il ne s'agit pas simplement de recharger les batteries des humains avec n'importe quel carburant. Nous faisons les choses de manière sûre, en harmonie avec nos écosystèmes. Nous faisons partie de nos écosystèmes d'ailleurs. Et en conséquence, nous rejetons les fausses solutions qui sont actuellement mises en avant par les grandes entreprises de biotechnologie. Si seulement certains obstacles pouvaient être levés au Royaume-Uni, il y a des barrières à l'agroécologie. Il y a évidemment le problème d'accès aux terres, toujours ce problème, le problème de manque de formation, d'accès au marché. Je pense que beaucoup des personnes qui nous écoutent aujourd'hui se reconnaîtront dans ces problèmes. Il existe de nombreux obstacles à l'agroécologie et malgré tous ces obstacles, je trouve qu'il y a des aspects encourageants. Malgré tous ces obstacles, nous nourrissons la population et nous le faisons bien. Donc, quand je vois ce rapport, ce que je me demande, c'est qui bénéficie de ce discours? Il faut éviter d'être parano ou d'imaginer le pire. Mais j'ai l'impression que ce rapport, en fait, essaye d'éloigner les politiques publiques de l'agroécologie, alors que nous commençons à peine à avoir notre mot à dire, justement, qu'on commence à être reconnu en tant que système précieux de production alimentaire. Alors ici, on dirait qu'en fait, par instinct, ils essayent de nous éloigner. C'est presque comme si il y avait une peur, ils avaient peur de ce que nous faisions en tant que petits agriculteurs. Parce que l'industrie agroalimentaire détient toujours le grand pouvoir de lobbying. Ils sont bien plus puissants que nous n'avons pas les mêmes pouvoirs. Et pourtant, nous nourrissons la population, nous sommes occupés, nous n'avons pas le temps de nous faire entendre autant, mais on essaye de montrer ce qu'on fait parce que la diversité est énorme chez nous. Je suis sincèrement impressionnée par les organisations qui arrivent à accomplir tout ça, comme BTC surtout. Mais le pouvoir de lobbying de l'industrie agroalimentaire est toujours énorme. Et peut-être que ça fait partie du problème. L'agriculture chimique est un modèle qui ne pourra pas continuer et on commence à s'en rendre compte. Donc, investir dans les données, dans les biotechnologies, etc., ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Je me rappelle quand j'étais à l'université, j'avais suivi un cours sur l'agriculture. À l'époque, c'était à la fin des années 80, la plupart des cours qu'on nous donnait avaient une mention dans un coin du document, ICI. Et ça m'a fait réfléchir. Les cours qu'on nous présentait étaient ainsi, mais qui va maintenant participer aux formations agricoles? Est-ce que ce sera Microsoft? Est-ce que ce sera la fondation Bill Gates? Je ne sais pas ce que l'avenir va nous réserver. Est-ce que ce modèle industriel va réussir à s'infiltrer
en notre sein, est-ce qu'il va parvenir à continuer à tenir ce discours mensonger? Ces fausses solutions sont dangereuses. Nous n'en avons pas besoin. La justice alimentaire, la justice des terres, la souveraineté alimentaire, ce sont les choses qui comptent. Et nous savons déjà que nous pouvons produire une certaine quantité de nourriture. Si nous n'avons que 12% des terres agricoles disponibles, même ainsi, nous parvenons à produire une grande partie de la nourriture. C'est incroyable. Au vu de tous les obstacles auxquels nous sommes confrontés, si nous n'avions pas ces obstacles, à quoi parviendrons-nous? Si on lit bien ce rapport attentivement, en fait, on se rend compte que nous sommes en train de faire exactement ce qu'il faut, que nous sommes productifs. Alors pourquoi ne pas nous aider plus? Pourquoi les gouvernements ne pourraient pas nous aider plus? Excuse-moi, je voulais juste te prévenir que tu n'avais plus que 3 minutes. Mesurer la productivité en termes de calories n'est pas un bon système. Ce n'est pas du tout la bonne manière de s'y prendre, de mesurer le nombre de calories produites par hectare. Ce n'est pas un système efficace. Parce que nous produisons beaucoup de nourriture et surtout nous sommes résilients. Par exemple, nous avons des cultures plus variées. Mais ce dont nous avons besoin, évidemment, c'est de main-d'œuvre et de connaissances. Comme Hank le disait, je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous devons voir en dehors de ces systèmes de l'industrie agroalimentaire et nous devons d'abord nous consacrer à ces systèmes alternatifs de production alimentaire et puis ensuite voir comment l'améliorer et calculer quelles sont les données. J'ai 5 hectares, mais je me considère comme étant une petite exploitation. Mais d'un point de vue européen, je ne suis pas vue comme une petite exploitation parce que dans des pays de l'Est de l'Europe, les exploitations sont beaucoup plus petites que moi. Et malheureusement, ce rapport n'a pas intégré de nombreux pays du Sud. Donc, je dirais qu'en tant qu'agroécologiste, nous montrons bien que nous sommes résilients. Ça a été le cas pendant la pandémie, après le Brexit. Ici, nous avons continué à produire notre nourriture et à nourrir la population. Et ils nous demandaient comment on y parvenait. Ils étaient impressionnés, mais nous avons juste continué, tout simplement. Nous avons vu que l'intérêt des gens a augmenté pour ce qu'on fait. Et puis, nous avons un cercle vertueux maintenant. Je produis de la nourriture, je vous la vends pour un prix décent. Vous vous nourrissez avec des aliments de bonne qualité. Les seuls qui ont à y perdre là-dedans, c'est qui ont à y perdre dans ce système agroécologique, ce sont ceux qui cherchent à faire du profit, qui cherchent à exploiter la terre avec les biotechnologies, etc. Mais en tout cas, je peux continuer de nourrir la population, ils peuvent continuer de se nourrir avec ma production. Et ça marche très bien ainsi. Et c'est une manière très satisfaisante de s'y prendre, de travailler ensemble.
Je- J'apprécie beaucoup le travail de BTC, mais ce rapport, en tout cas, n'est pas convaincant. Il prouve l'opposé de ce qu'il cherche à prouver, mais il faut faire passer le message. Et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir faire partie de toute cette initiative, donc merci. Thank you very much, Ruth. And for sure, Merci beaucoup, Ruth. I am so grateful Et en effet, here. je suis vraiment reconnaissante de votre présence aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, nous sommes tous des petits exploitants, des paysans de l'agroécologie. Vous savez, ici au Mexique, c'est vraiment un travail, un gros travail. Et c'est la même chose pour tout le monde d'ailleurs, dans le reste du monde. Donc je pense que vous avez soulevé également 2 points importants quant au rôle majeur des petits producteurs, des paysans dans la production alimentaire. Comme vous l'avez dit, nous devons travailler ensemble afin de soutenir ces personnes qui nous nourrissent, qui nourrissent la majorité du monde d'ailleurs. Alors avant de passer aux questions, d'ailleurs nous en avons eu plusieurs, il y a eu différentes questions très variées et nous allons les poser. Mais tout d'abord, je vais donner 5 minutes de parole au groupe ETC et à son directeur, Jim Thomas, qui va clarifier certains points quant à ce rapport que nous avons entendu. Jim, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'avais quelques points que j'aurais voulu vous expliquer quant à ces 2 documents. Tout d'abord, il y a des fossés dans les données, des différences dans les données, et vraiment, la difficulté, c'est, et certains l'ont mentionné, c'est la façon dont les choses ont été mises dans un cadre. Donc, il faut vraiment voir où il manquait des données, dans la façon dont ces rapports ont été proposés. Et on voit qu'il crée un modèle, mais tout dépend de qui a été mis dans ce modèle. Donc, ce modèle s'appuie sur les statistiques de la FAO en ce qui concerne la production et les études qui ont été effectuées au niveau national. Et donc, ceci limite un peu les informations qui sont proposées par ces modèles. Il est par ailleurs très important de voir qu'il y a 2 restrictions, contraintes principales. Donc, dans le document Ricciardi, il parle uniquement des cultures. On parle de 145 types de cultures, mais on ne parle pas de bétail, on ne parle pas des œufs, du lait. Et il y a bien d'autres façons de produire de l'alimentation. Donc, on ne prend pas tout ceci en compte. C'est étonnant d'ailleurs. J'ai parlé avec Nadine Ramin-Kati, qui nous a dit « Oui, mais 70% de l'alimentation viennent des légumes, des plantes, et qu'ils ont pris peut-être en compte le bétail en suivant les grains qui étaient donnés en alimentation au bétail. Mais comme vous le savez, beaucoup de bétail ne se nourrissent pas de ce type de grains. Il y a le bétail qui est nourri dans des vergers, dans les pâtures. Donc il y a beaucoup de la production de nutrition qui n'est pas prise en compte dans ce document. Et donc cela demande un autre travail. Avec le bétail, les pêcheurs, les grains, tout ceci doit être pris en compte également. Par ailleurs, deuxièmement, il y a vraiment un biais de données en ce qui concerne la géographie. Dans l'étude de Ricciardi, ils disent qu'ils donnent un chiffre mondial de la production alimentaire par les petites exploitations, c'est-à-dire des exploitations de moins de 2 hectares, ce qui est déjà un problème. Mais ça va encore plus se compliquer lorsqu'on observe la géographie, c'est-à-dire qu'il se concentre sur 55 pays, c'est-à-dire un quart des pays du monde. Et si vous regardez où se trouvent ces pays, c'est des pays qui se trouvent surtout en Europe, ou dans les BRICS, ou aux États-Unis. Et j'aimerais peut-être partager mon écran très rapidement, si vous me le permettez. J'espère que vous verrez. Voilà.
vous pouvez voir vraiment que les données viennent des BRICS, des États-Unis, de l'Europe. On manque de nombreux pays, dont la Chine, qui représente une grosse partie de la population mondiale. Et la majorité de l'Afrique est également manquante et de grandes parties des régions pacifiques et d'Amérique latine. Et donc, ce modèle s'appuie sur des données de la FAO quant à des pays qui ne représentent pas les paysans du monde. Et c'est assez intéressant. Les auteurs de l'étude Riachiardi reconnaissent cette faiblesse de leur étude et soulignent une autre étude, une étude de Herrera qui vient se concentrer sur les questions du Sud mondial. Et il disait qu'en utilisant les données de Herrera, eh bien, on pourrait trouver que en prenant 5 hectares, on serait à 76% de la production alimentaire mondiale par des petites exploitations, donc en dessous de 5 hectares. Donc finalement, on est dans le même chiffre que ceux que l'on avait annoncé de 70%. Et donc le fait qu'ils aient choisi des données très particulières, en fait, c'est peut-être simplement qu'ils ont choisi parce qu'ils avaient beaucoup de données dans ces pays, mais ce n'est pas là que vivent la majorité des petits exploitants et des paysans. Et donc c'est un biais assez fort. Deuxièmement, il y a un point de difficulté quant à la façon dont ils ont calculé. C'est-à-dire qu'ils ont compté en calories. Alors que notre étude a compté en valeur. Plutôt, ils ont compté en valeur. Alors c'est très étonnant comme façon de faire. Parce qu'il y a beaucoup d'alimentation qui n'est pas prise en compte. L'alimentation de subsistance, l'alimentation paysanne. On ne compte que ce qui est vendu, pas ce qui nourrit les populations de cette manière. Alors, on se posait la question aussi de savoir s'ils avaient pris en compte les déchets. Parce que dans l'étude de Riachiardi, par exemple, ils avaient pris en compte la question de la nourriture qui est gaspillée, ce qui était utilisé pour créer des carburants ou pour nourrir les animaux, mais que jusqu'à un certain point, ils ne prennent pas en compte, par exemple, les gaspillages dans les foyers, dans les supermarchés, alors que la FAO a reconnu que cela représente 8%, par exemple, dans les familles, dans les foyers, de la nourriture qui est gaspillée. Donc, ils n'ont pas pris ceci en compte. Donc, il faut aussi souligner la suralimentation. Donc, si on a une production d'alimentation très élevée par l'industrie et que c'est toutes les mêmes personnes qui ont accès à cette alimentation, il y a également un gaspillage de cette manière puisqu'il y a une suralimentation en calories d'une certaine partie de la population. Merci beaucoup. Merci, oui. Il était tout à fait intéressant de clarifier les questions de ces rapports et de leur signification. Et comme nombreux d'entre vous l'ont mentionné, il semble clair que ces rapports, même s'ils s'appuient sur des données, ont choisi la manière dont ils présentaient ces données, de manière peut-être à un peu changer les données par rapport à ce que nous avons présenté dans notre rapport. D'ailleurs, on peut voir que dans l'étude Riachiardi, il parle de notre étude de 2009 et pas sur les documents parus plus tard. Alors, il nous reste une demi-heure maintenant pour les questions. Il y a beaucoup de questions. Je vais en choisir certaines. Certaines questions sont techniques. Quant à ce qui est pris en compte dans une étude ou dans l'autre. Alors, j'inviterai alors Pat et Hank à répondre. Par exemple, le gaspillage d'alimentation, comment est-il pris en compte? Et puis il y a une autre question également. Ce n'est pas qu'une question de production, mais également de consommation. Pour toutes les personnes qui mangent, qui se nourrissent, d'où vient l'alimentation? Alors ceci, on en a peut-être déjà un peu parlé. Donc voici deux des questions qui ont été posées. Il y en a bien d'autres. Nous verrons si nous aurons le temps de répondre à toutes les questions.
Ensuite, il y a d'autres types de questions également que j'aimerais vous poser. Une qui nous vient de David Newman, par exemple, où il nous parle des biocarburants, en nous disant que la majorité des biocarburants sont en fait, nous viennent de cueilleurs et pas de grandes entreprises, grandes exploitations. Par ailleurs, on nous dit que plus de 70% de la population ont besoin pour la cuisine de comburants naturels. Et selon la CREPA, et une étude qui a été publiée en 2001, de la production à la consommation, il y a beaucoup d'émissions. Et donc, il y a des commentaires peut-être là-dessus, des liens avec les rapports dont on a parlé. Et nous avons un autre commentaire. Le CO2 produit est faible par rapport à ce qui est absorbé par le sol. Et donc ça, c'est une question de Andy Johnson. Donc peut-être qu'on va passer à ces questions. Nous voyons qu'il y a différentes inquiétudes de différentes personnes. Savoir ce que nous allons faire avec ce rapport. Est-ce que ce rapport sera présenté comme un contre-rapport? Est-ce que nous allons prendre contact avec la FAO? Donc ça, c'est encore une question différente. Alors on va peut-être commencer par celle-ci. Peut-être avec Pat, Hank. Donc vraiment, que pouvons-nous faire? On a un peu cette inquiétude de voir que ce type de message promeut les mauvaises tendances. Alors, on va peut-être commencer, vous êtes d'accord? Pat, vous avez la parole. Oui, merci de ces clarifications. John, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette notion de contre-réalité. Pour répondre à la question du rapport, certaines organisations ont mentionné le besoin de discuter du document de la FAO, puisque c'est un document qui vient des Nations Unies, et nous enverrons une lettre à la direction générale de la FAO pour poser des questions, remettre en question l'étude et vraiment demander quelle est leur politique actuelle, quel est leur objectif. Mais je pense que ce problème va bien au-delà de la FAO et il faut voir la question, la remontée au niveau des Nations Unies et des systèmes alimentaires. Donc il faudrait également remonter la question à ce niveau. Cependant, ce n'est pas qu'une question de remettre en question ce rapport. Il y a vraiment la question à se poser, qui est de savoir qui va nous nourrir à l'avenir. C'est un défi qui va se présenter à nous. Comment s'assurer que nous avons une sécurité alimentaire pour l'avenir? Et ça, c'est vraiment la tâche qui est là entre nos mains. Et donc, la question du gaspillage dont vous avez parlé est importante ici, puisque la question du gaspillage, c'est quelque chose d'assez large. Jim l'a dit. Les différentes études ont étudié la question du gaspillage de différentes manières, mais jamais de manière exhaustive. Et la FAO a dit que c'est un tiers de l'alimentation alimentaire est gaspillée. Et on se rend compte que cette alimentation donc n'arrive pas de la chaîne alimentaire industrielle à nos assiettes finalement, en particulier dans les pays industrialisés. Et donc toutes les personnes qui ont étudié la question du gaspillage ont accepté, ont reconnu qu'il y a plus de gaspillage dans l'industriel que dans le paysan, puisque souvent le gaspillage dans le côté paysan sert à nourrir le bétail, sert d'engrais, donc il y a un cycle, il n'y a pas de perte. Donc c'est plus un problème qui est lié à la question de la chaîne alimentaire industrielle et c'est assez important. Les gaspillages, c'est plusieurs catégories. C'est pas simplement la nourriture qui n'arrive pas dans notre estomac. C'est également l'alimentation qui arrive dans notre estomac, mais qu'on ne devrait pas manger. La suralimentation. Il y a des dégâts. Et donc là, on étudie les questions sanitaires, donc de l'alimentation qui n'arrive pas à notre assiette et l'alimentation qu'on a en trop dans notre assiette. Et donc cela a un coût industriel qui est de plus de 1500 milliards par an. C'est énormément d'argent qui est gaspillé.
Et c'est quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui avec vraiment une augmentation des prix énorme ces derniers mois. C'est un problème majeur. Et à l'avenir, on ne peut pas avoir ce type de gaspillage pour nos ressources, les terres, l'eau, l'accès aux ressources financières. On ne peut pas atteindre de tels niveaux de gaspillage. Donc il faut répondre à ces questions. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y a une mauvaise évaluation de ces questions en montrant ces chiffres. Et donc, cela a changé la façon dont nous voyons la chaîne alimentaire industrielle et comment nous pouvons voir notre avenir également. Henk, vous voudriez ajouter quelque chose à ceci ou quelque chose que vous vouliez ajouter? Non, sur la question de gaspillage est assez clair. Je pense que dans l'étude de la FAO, si je l'ai bien compris, l'alimentation gaspillée, comme tout le monde, ils le reconnaissent, il y a beaucoup de gaspillage, mais dans la façon dont c'est calculé, ils ne le prennent pas en compte pour le rapport, d'aucune manière d'ailleurs. Et puis les questions des biocarburants, qui est utilisé dans de nombreux pays, dans le sud mondial, tel que le bois pour faire le feu. Oui, c'est vrai. Mais je ne parlais pas vraiment de cela quand je parlais de biocarburants. Moi, je parlais de biocarburants commerciaux qui sont produits dans le secteur commercial, dans l'agriculture commerciale. Voilà, je voulais clarifier les choses. Oui, c'est vrai. En général, le biocarburant est surtout utilisé dans le sud. Et ce n'est pas négatif si c'est par exemple dans le contexte de la vie traditionnelle. Mais je ne parlais pas de cela en fait quand je vous parlais de biocarburant. Je parlais vraiment du côté du biocarburant industriel. Alors l'autre question, qui était celle d'Andy, je pense, quant aux émissions CO2, aux productions d'émissions par les engrais. Il y a différents facteurs à prendre en compte. Il y a une étude qui calcule, qui estime que 40% des émissions viennent du transport de l'alimentation. Et les 60 autres pourcents, c'est lorsque les engrais sont mis sur la terre. Oui. Alors, il y a en fait que 20% des engrais qui sont vraiment utilisés par les plantes et le reste se retrouve dans les systèmes aquatiques. Et donc, il y a cette question des engrais chimiques. Ils ont tendance à se transformer en méthane. Et c'est un facteur supplémentaire dans la production de gaz à effet de serre, évidemment, puisque le méthane biologique devrait se trouver dans la terre et il se retrouve sous forme de CO2. Donc oui, c'est vrai. Alors, en écoutant vos discussions, cela semblait peut-être évident, mais lorsque Roos a parlé du soutien nécessaire pour les petites exploitations, pour les exploitants biologiques et autres, si on observe le secteur industriel, à part toutes les questions qui ont déjà été posées, on doit se rendre compte de ceci. Il y a beaucoup de subventions qui maintiennent en vie ce secteur. Il y avait un rapport de l'Agence de développement européenne qui a donné des chiffres étonnants et concluait ceci. La majorité des subventions, y compris en Europe, étaient accordées aux grandes exploitations agricoles qui ont des méthodes destructrices. Et on ne se rend pas vraiment compte. Ce système industriel n'existerait pas, ne survivrait pas sans les subventions. Ils en ont besoin. Alors, les subventions viennent des accords de libre-échange également, qui soutiennent les échanges commerciaux. Et donc, il faut voir un peu le système industriel d'agriculture qui est non seulement pas durable, mais qui n'est pas viable d'un point de vue économique. Il ne survivrait pas sans ces politiques de soutien qui permettent de le rendre viable.
Alors, je vais demander à Ruth de faire un commentaire à ce sujet, mais tout d'abord, j'aimerais dire ceci. Et ceci en lien avec une des questions et avec ce qui vient d'être dit dans le rapport du FIDA de 2017, nous avions calculé que pour chaque dollar ou livre, ou quelle que soit la monnaie que vous vouliez prendre en compte, que nous payons pour un produit industriel, nous payons en fait 2 $ en termes de santé, en coût santé, coût sanitaire et coût environnemental. Et c'est tout à fait important à mentionner lorsque nous sommes en pleine pandémie, que nous devons communiquer de manière virtuelle parce que c'est en pleine crise. Donc dans ce contexte, nous pouvons encore empirer notre système immunitaire avec une mauvaise alimentation, avec des alimentations qui ne sont pas assez nutritives. Donc c'est tout à fait pertinent dans notre discussion. Alors, Ruth, je pense que vous vouliez prendre la parole et donc nous allions vous écouter et puis revenir aux questions qui ont été posées par nos participants. Merci. Alors, je voulais reprendre certains points qui ont été mentionnés, en particulier les questions des subventions. Et j'aimerais vous parler de ce qui se passait au Royaume-Uni et au sein de la PAC. J'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des gens, j'ai écouté des conférences et j'ai pu rencontrer des agriculteurs, voir comment ils étaient soutenus. Et un agriculteur m'a dit que sans l'argent de la PAC, eh bien, c'est vraiment sur quoi ils comptent pour survivre, parce que sinon, ils n'auraient pas de profit de leur culture. Et donc, ils vivent vraiment de ces subventions. Et les personnes qui achètent des produits le savent. Parce qu'en fait, donc, les prix se négocient en sachant très bien qu'un tel reçoit autant de subventions. Et pour savoir combien il a besoin pour vivre. Et donc on se rend bien compte qu'il n'a pas besoin de vivre grâce au prix de ces cultures puisqu'il a ces subventions. Et donc cela met à mal un peu le système. Et ces personnes qui sont des petits exploitants, que se passe-t-il? Il y a les paiements pour les activités vertes, les activités écologiques. Cela semble bien, évidemment. Mais si les produits arrivent à prix très bas des États-Unis, d'Amérique, et que les exploitants ne font déjà pas de bénéfices, et comment vont-ils s'en sortir puisque on voit d'un côté ceux qui ont de très grandes exploitations reçoivent des subventions, il n'y a pas de souci. Et donc, qu'arrive-t-il avec les exploitants du milieu de la portée donc, et au Royaume-Uni, par exemple, tout agriculteur de moins de 5 hectares n'est pas considéré comme un agriculteur et ne reçoit plus de paiement, de subvention. Alors, pour moi, par exemple, je suis juste en dessous de 5 hectares. Il me manque vraiment quelques centimètres carrés, donc je serai peut-être dans ce nouveau système de soutien pour les activités que je fais en faveur de l'environnement, des activités que je menais déjà, mais je ne savais pas. C'est juste le genre de choses que j'aime faire, c'est tout. Mais pour moi, c'était pas très important parce qu'en fait, voilà, je proposais de l'alimentation et ça m'intéressait, c'est tout ce qui m'intéressait. Et la seule façon de le faire, c'était d'avoir de l'approvisionnement direct. Si je devais faire les choses différemment, je ne gagnerais pas ma vie. Et c'est pas qu'une question d'argent, bien sûr, mais je dois payer mes travailleurs, je dois payer mes ouvriers, je dois vivre aussi. Et je dois avoir également des stagiaires, des bénévoles, tout ce genre de choses sur l'exploitation. Mais quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le gaspillage, eh bien, je dois vous dire que sur les petites exploitations, il y a beaucoup de choses que nous processons, que nous transformons, nous ajoutons de la valeur, tout ce qu'on ne peut pas vendre directement. Eh bien, on essaye d'augmenter nos revenus. Il y a aussi la question des combustibles. Eh bien, nous avons, il y a 15 ans, planter beaucoup d'arbres pour les utiliser en bois de cuisson, de feu.
Et donc voilà, ce sont plein de petites actions. On se pose toujours cette question de voir comment c'est possible, ça semble trop beau pour être vrai. Mais en fait, ouais, ça marche, je vais vous le dire. Ce sont des méthodes ancestrales, on s'appuie sur des connaissances qui ont des siècles et cela continue à fonctionner. On doit être confiant, on peut vraiment nourrir les personnes. Et nous le faisons. Et on est bien trop gentil, bien trop honnête, bien trop modeste pour le dire vraiment. On devrait être fier de ce qu'on fait. Nous sommes géniaux, mais c'est difficile à dire. C'est pas la façon, c'est pas notre caractère. Donc voilà, merci. Le fait de reconnaître la contribution des petits agriculteurs est vital pour tout le monde. On ne parle pas assez des petits agriculteurs, on ne parle pas assez de nous, alors que nous sommes tous impliqués de manière volontaire. Et nous faisons tous partie de cela parce que tout le monde participe aux subventions, etc. Et puis, il existe de nombreuses organisations. Le ministère de la Défense américain a d'ailleurs un programme qui s'intéresse justement aux chaînes alimentaires, qui s'intéresse aux groupes de recherche et qui analyse ces chaînes. Et le ministère de la Défense a dit que l'industrie agroalimentaire n'est pas fiable parce que les chaînes d'approvisionnement sont trop longues et sont trop concentrées. Et donc, c'est inquiétant. Il y a trop de concentration des cultures et ça fait que les chaînes d'approvisionnement ne sont pas fiables, en tout cas ne le seront pas à l'avenir. C'est une initiative du ministère américain de la Défense qui cherche maintenant à trouver des moyens de contourner ces chaînes d'approvisionnement pour avoir des chaînes plus courtes, moins centralisées. Et le ministère a tout à fait raison. Et malheureusement, ça ne va pas tout résoudre. Parce que maintenant, le ministère de la Défense nous invite à mettre en place des technologies pour contourner ce problème, mais ce n'est pas ça qui résoudra le problème. Ils invitent les gens à avoir leur propre ferme moléculaire dans leur sous-sol. Excusez-moi. La seule raison pour laquelle je t'interromps, c'est parce que nous n'avons plus que 10 minutes et ensuite il faudra il faudra terminer. Et nous avons encore d'autres questions. Il y a des questions notamment pour savoir si nous allions répondre avec un nouveau rapport. Pour répondre à ce rapport-là, est-ce que nous allons avoir notre propre rapport? Et puis, autre question de Peter Brook. Il se demande si les auteurs de ce rapport que nous contestons, s'ils ont des liens avec l'industrie agroalimentaire ou pas. Mais nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps, donc il faudrait se concentrer sur ce que nous pouvons faire pour contrer ce rapport. Et on peut peut-être parler de ce que nous sommes déjà en train de faire. Nora, merci pour votre question. Effectivement, il est important de parler de cela, de ce que nous pouvons faire, de ce que nous faisons par rapport à ce rapport. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Quelles seront nos stratégies? Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions importantes qui ont été posées, par exemple Hazel, qui demande quelle étude parle de la pêche. Est-ce qu'il existe un chiffre mondial pour savoir quels systèmes alimentaires nourrissent les humains directement? Donc, il y a eu beaucoup de questions, mais nous n'avons pas le temps de répondre à toutes ces questions. Donc, si vous avez encore des questions, vous pouvez nous écrire à nous, les organisateurs, pour que nous puissions vous apporter des réponses.
Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à Pat, Henk, etc. Mais je laisse maintenant la parole alors à nos 3 intervenants pour répondre à cette question concernant la stratégie. Comment allons-nous continuer de contester ce rapport et que faisons-nous? Alors, effectivement, avec de nombreuses organisations, nous avons mis en place une réponse. On travaille encore dessus, mais la semaine prochaine ou la semaine d'après, nous allons envoyer une lettre à la FAO avec tous les problèmes que contient ce rapport. Je pense qu'il serait fantastique de continuer ce travail en partageant cette lettre. On la rendra publique sur notre site internet, mais toutes nos organisations pourraient s'emparer de cette lettre. Cette lettre sera d'ailleurs accompagnée d'un document qui expliquera plus en détail les problèmes. Et ainsi, on déconstruit ce rapport. Parce que la stratégie la plus efficace, c'est de faire changer de position la FAO, de faire changer de position sur les petites exploitations et puis de rendre ce changement de position public. Plus on rendra la chose publique, mieux ce sera. Plus on informera le public de ce qui se passe, de ce nouveau discours qui refaçonne la vérité, mieux ce sera. Donc, je vous invite tous ici à participer, à nous aider dans ce sens. Et en plus de cette lettre, nous allons également publier un document explicatif sur notre site internet. Donc, vous aurez plus de détails dans ce document qui sera à votre disposition. Bruce, est-ce que tu voulais dire quelque chose là-dessus? Oui. Eh bien, je vous invite déjà à nous rejoindre à la Land Workers Alliance parce que on défend l'agroécologie, on fait pression pour l'agroécologie sur les réseaux sociaux notamment. Et nous avons obtenu des résultats ces dernières 5-6 années. On fait maintenant partie de la table des négociations, on s'intéresse à nous, on est consulté, pas suffisamment évidemment, mais en tout cas, plus on sera nombreux, mieux ça sera. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'aimerais également parler d'une autre question qui a été posée. Si vous pensez qu'il s'agit ici d'une nouvelle pensée néocoloniale, parce que les pratiques qui sont imposées aux petits agriculteurs peuvent rappeler certains aspects du colonialisme et de la cartographie. Parce que dans de nombreux endroits, les petits agriculteurs ne sont pas pris en compte, on ne leur demande pas leurs avis. On les ignore et on essaye même de les éliminer quelque part. On essaye d'éliminer leur contribution. Personnellement, je pense que contrairement à ce que Henk a dit, nous sommes en attente du recensement des terres des petits agriculteurs. Ce rapport n'apporte pas d'informations suffisantes et nous sommes en faveur de subventions supplémentaires. Mais à part ça, je suis d'accord, nous avons réellement besoin de quelque chose que nous pourrons tous utiliser parce que nous recevons tellement d'informations de toutes parts. Et donc, ça invisibilise les contributions des petits paysans, des petits agriculteurs et de tous les autres petits acteurs. De nombreuses personnes contribuent aujourd'hui, mais
on ne le voit pas, et certaines d'entre elles ont été expulsées. Et on a brièvement mentionné quelque chose d'autre, le changement climatique. Les chaînes alimentaires industrielles ont beaucoup à voir avec la crise climatique et sanitaire. Et ici, ce rapport essaye de dire que ceux qui ont créé le problème sont celles qui vont nous sauver avec toutes leurs nouvelles méthodes. Mais en fait, elles ne devraient pas faire partie de cette solution. Je vous remercie tous. Alors, pour terminer, merci d'avoir été présents parmi nous et merci aux organisateurs de la conférence d'Oxford sur une agriculture véritable, parce que ça nous permet de parler d'une vraie agriculture et de parler de l'agriculteur dont nous allons avoir besoin. Et surtout, je voulais remercier Coati, parce que c'est grâce à cette organisation que nous avons des interprètes aujourd'hui. Et d'ailleurs, Coati est un collectif autonome qui coordonne la traduction pour de nombreux événements avec de nombreux volontaires et qui nous a beaucoup aidés dans notre communication, non seulement pour cette conférence, mais aussi pour des conférences en présentiel. Alors, merci à tous, merci aux bénévoles, aux organisateurs, aux interprètes et merci à vous tous. Et n'hésitez pas à nous contacter, notez bien nos contacts et n'hésitez pas à entrer en contact. Et je vais vous laisser juste un moment pour pouvoir récupérer les adresses mail, mais vous pouvez quitter la conférence si vous le souhaitez. Merci à tous.